de la lutte contre la vie chère. Ibrahima Sy, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, prise de contact avec les syndicats du secteur And Gueusseum et la F2S, lui ont fait part de leurs priorités. Le premier chantier, c'est le paiement des indemnités à tous les agents sans discrimination. Georges Déthié Diop sera avec nous pour les actualités internationales et la revue de la presse. Le sport, Malal Diagne Junior. Bassirou Diomaye Faye, 30 jours à la présidence de la République. Quelle évaluation pour ce premier mois d'exercice du pouvoir, les actes qu'il a eu à poser, ses déplacements dans la sous-région, quelle analyse en faire? Rendez-vous tout à l'heure dans la rubrique Point de vue avec nos deux intervenants. Aliou Ba est à la technique de ce journal. Bienvenue. Bonjour Seydou Nourouba. Bonjour Parfait Ngom, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes présentement à l'hôpital principal pour assister à la levée de corps du promoteur de lutte Gaston Mbengue, décédé hier. Oui, c'est bien cela, Bart. Et je vous dis tout de suite que la mort de l'hôpital principal a pratiquement fait le plan depuis 10 heures, bien avant donc le début de la cérémonie d'hommage de levée de corps du défunt promoteur de lutte Gaston Mbengue. Rappelé à Dieu, vous l'avez dit hier, ici, Barthélemy, des personnalités du monde de la lutte Mangue 2 par exemple, des promoteurs de lutte comme Papa Abdou Fall et du président de l'association des amateurs de Djandjeko, mais aussi la présence de très anciens amis et compagnons de Gaston Mbengue. Je veux nommer par là Youssou Ndour et d'autres encore, des hommes d'affaires qui disent avoir connu Gaston Mbengue bien avant de se lancer dans le monde de la lutte. Tous, on prend l'homme comme un modèle, un véritable lion qui a balisé le terrain à bon nombre de jeunes lutteurs qui ont fini par se hisser au sommet et qui ont bien trouvé leur compte dans le monde de la lutte sénégalaise. Les personnalités Barthélemy, jusqu'à l'heure nous parlons, se succèdent au pupitre pour rendre un hommage mérité à Gaston Mbengue ou au Don King, comme on l'appelle souvent, Barthélemy. Merci Seydou Nourouba. Levée du corps présentement donc à l'hôpital principal, suivi de l'inhumation au cimetière musulman de Yoff. Les témoignages sont unanimes. Youssou Ndour, le PCA du groupe Futur Média, loue l'engagement de Gaston qui, dit-il, a révolutionné la lutte. Il a aidé beaucoup de jeunes lutteurs dans leur carrière. Une nouvelle triste depuis hier soir déjà. Bon, après, effectivement, ça perturbe la nuit. On pense à ses bienfaits, on prie pour penser à sa famille, à tout ce qu'il représentait, tu vois, le background qu'il représentait, l'amitié qui nous liait, parce que bon, Gaston, je l'ai connu il y a très longtemps. Il n'était pas encore promoteur et je l'ai vu dans la promotion de la lutte et de l'événementiel. C'est moi-même qui l'ai appelé Don King parce que je l'ai vu secouer des baobabs parce que il y avait des moments où il fallait prendre des grandes décisions pour la survie de la lutte. Il a toujours été là. Quelqu'un qui est très courageux. Il est tombé malade quand même il y a un moment, mais il a été toujours courageux et a toujours montré son courage. Dieu en a décidé autrement aujourd'hui. Donc comme on dit en wolof pexe amul ñaanal ko rek yàlla xare ko àjjana ba pare teg loxoom ci njabootam. Qui vous a le plus marqué chez l'homme? Mais écoute, plusieurs facettes. La première, c'est que c'est quelqu'un qui est très lié avec l'amitié. Il est très fort avec l'amitié. C'est quelqu'un aussi, c'est un fonceur. C'est quelqu'un, quand il a un projet, il fait tout pour le réaliser. Et on a vu que c'était pas facile. Il a fait énormément de choses. Le témoignage de Youssou Ndour, donc suite au rappel à Dieu de Gaston Mbengue. Je rappelle que les condoléances seront reçues demain vendredi au domicile du défunt, 6 aux Almadies, au Mariste plutôt, midi 5 minutes. La suite du journal, on en sait un peu plus sur la pirogue qui avait quitté Mbour pour se rendre en Espagne avec à son bord 60 jeunes. L'embarcation avait pris départ à Tefes, un quartier de pêcheurs, et la chaviré à quelques 60 km des côtes espagnoles au moment où les occupants étaient en train de jubiler de leur entrée en territoire espagnol. Confidence d'un papa d'une victime, Hassan Ndiaye, donc qui a perdu son enfant, s'est confié à Ndeye Mati Dieng, notre correspondante à Mbour. Il est parti avec son frère qui avait tout planifié. Avant ce voyage, Alpha m'avait une fois fait part de son souhait de partir en Espagne, mais je lui avais formellement interdit. Pour ce voyage, il m'a averti à 3 heures du matin, alors qu'ils avaient déjà embarqué, pour me dire qu'ils sont en pleine mer. Il m'a demandé pardon
avant de me dire que c'est parce qu'il savait que je n'allais pas le laisser partir en pirogue qu'il a fait ça. Beaucoup de jeunes de TFS ont péri dans cette pirogue et c'est dommage. Personne ne savait que ces jeunes avaient prévu de partir en Espagne. Ils n'ont prévenu personne. C'est seulement après l'accident que beaucoup de familles se sont déclarées. Depuis la marche du collectif des dépositaires de rendez-vous Schengen qui devait se tenir ce matin, elle a été finalement interdite. Le préfet de Dakar invoque des menaces de troubles à l'ordre public. Les initiateurs voulaient dénoncer la vente jugée illégale des rendez-vous Schengen. Ces rendez-vous qui peuvent coûter entre 200 et 400 000 francs CFA. Ces dépositaires de rendez-vous interpellent les nouvelles autorités sur cette situation. Fatou Kiné Diouf, Madame Gueye, membre du collectif, au téléphone avec Eladji Ndiogou. Arrivé sur le lieu, il y a le commandant qui m'a appelé pour me dire que la marche a été interdite à cause des troubles publics qu'on peut poser et aussi le jour aussi. C'est un jour ouvrable. Donc on ne pourra pas faire ça aujourd'hui, mais on pourra choisir un autre site. On ne va pas faire la marche parce que nous, on avait prévu de faire la marche pacifique. Donc nous ne sommes pas là pour créer des troubles. Les raisons, ça dit que on a constaté depuis un certain temps, les rendez-vous Schengen, pratiquement France, Italie, Portugal, Espagne, on ne fait que vendre les rendez-vous à un prix vraiment exorbitant, voire même, ça peut même aller à 400 000. Et quand même, des fois, tu peux avoir un rendez-vous qu'on a acheté à 400 000. Arrivé au niveau de l'agence BFS Global, on te dit que le rendez-vous n'est pas bon. Donc, tu risques de perdre ton 400 000 que tu as déjà déboursé. Alors que, naturellement, le rendez-vous, c'est à 10 000, voire même 28 000. Et ça se fait en ligne. Mais maintenant, c'est tellement difficile et rare même d'en trouver. Donc, le but de notre objectif par rapport au collectif, c'était de lutter contre cette vente-là qui est illégale, qui n'est pas normale du tout. C'était dans ce cadre-là qu'on voulait vraiment organiser cette marche pour véhiculer notre message. Fatou Kiné Diouf, Madame Gaye, membre du collectif des dépositaires de rendez-vous Schengen. Le dit collectif voulait organiser une marche ce matin, marche interdite finalement par le préfet de Dakar, midi 9 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Reconstitution du capital semencier, la Cour des comptes révèle un détournement d'objectifs du financement de projets pour la période 2017-2020. Le ministère de l'Agriculture était à l'époque géré par le docteur Pape Abdoulaye Seck. Par la suite, par le professeur Moussa Baldé, plusieurs projets et actions n'ont pu être réalisés malgré un financement de plus de 9 milliards de francs CFA. Anna Rocha a parcouru le rapport d'audit de la gestion des semences arachidiennes. C'était l'un des secteurs moteurs de l'économie dans le plan Sénégal émergent, l'agriculture, et parmi les filières prioritaires, l'arachide. Dans son rapport, la Cour des comptes note un détournement d'objectifs du financement de projets destinés à la reconstitution du capital semencier auquel l'État du Sénégal avait alloué des crédits budgétaires de 9 566 000 francs CFA pour les années 2019 et 2020. Or, selon le corps de contrôle, la revue du compte de dépôt montre clairement que le fonds de reconstitution du capital semencier a été réorienté dans le cadre de la subvention des intrants au détriment de la mise en œuvre des projets prioritaires. À l'exception du projet de construction et d'équipement des laboratoires régionaux, les autres actions et projets prioritaires auxquels le fonds était destiné n'ont pas été exécutés. La Cour des comptes souligne dans ce rapport à titre d'exemple que les investissements qui étaient prévus pour la création de pôles semenciers, pour les équipements de collecte et conditionnement et pour les infrastructures de conservation n'ont pas été réalisés. Peu convaincus par les explications du docteur Pape Abdoulaye Seck et le professeur Moussa Baldé, tous deux ministres de l'Agriculture d'alors, la Cour estime qu'ils ont enfreint la réglementation budgétaire et ont fait un détournement d'objectifs du financement de projets destinés à la reconstitution du capital semencier. Par ailleurs, la Cour demande au ministre en charge de l'Agriculture de mettre un accent particulier sur la vulgarisation
l'utilisation des nouvelles variétés d'arachide, la Cour révèle également une inefficacité des différentes stratégies de reconstitution du capital semencier. Anna Rocha, Sonacos, justement, les travailleurs exigent l'arrêt des exportations des graines d'arachide et réclament de nouvelles machines pour relancer les activités au niveau des usines. Ce sont les 2 points phares du mémorandum qui a été remis au gouverneur de Diourbel dans le cadre de la fête du travail. Issa Ly, le secrétaire général des travailleurs des corps gras. On a noté 2 points très importants de nos revendications qu'on a déposées au niveau de la gouvernance. Premièrement, l'approvisionnement correct des usines en graines d'arachide. Deuxièmement, remise en état des machines ou des ateliers qui sont dans un état de délabrement très avancé. Pour la première doléance, il faut arrêter les exportations de nos matières premières pour que les usines puissent s'approvisionner afin de pouvoir tourner et de créer des emplois. Parce que si la Sonacos marche, c'est tout le Sénégal qui marche. Parce que c'est des milliers et des milliers d'emplois qui sont créés. Pour la deuxième doléance, il faut que l'État appuie le nouveau DG qui a mis un plan dénommé P2RU de 306 milliards avec la FMI pour la relance complète des usines. Ce que nous, en tant que syndicalistes, saluons et aussi, ça nous permet vraiment d'avoir de l'espoir pour l'avenir. D'ailleurs, dans sa démarche, d'ici quelques jours, l'usine de Dakar va redémarrer avec le raffinage et l'huile de qualité sera disponible sur le marché à bon prix. Si l'usine marche, je peux dire que c'est toute l'économie de la région vraiment qui aura de la croissance. Issa Ly, le secrétaire général des travailleurs des corps gras, propos recueillis par Babacar Diouf. Commune de Yeumbeul, les maraîchers de Warouaï qui donnent de la voix, ils dénoncent l'occupation abusive et anarchique de la bande des Filao par des particuliers, situation qui selon eux constitue une menace sur le littoral. Ces maraîchers demandent aux autorités de classer et de restaurer la forêt, ce qui va profiter aux agriculteurs, ont-ils dit à Aminataba. Les maraîchers qui occupent la bande des Filao à hauteur de Warouaï dans la commune de Yeumbeul Nord sont l'alerte. Ils estiment que leurs activités agricoles sont menacées par des particuliers qui envahissent leur site depuis le déclassement de la forêt en 2018. Amadou Badiane, membre de l'association des maraîchers de Warouaï. Nous sommes malheureux de la voir agressée de jour en jour. En 2018, 23 hectares ont été déclassés pour le maire Daouda Ndiaye, 9 hectares pour le promoteur Dembaka. En 2023, il y a eu 3 hectares pour Siam, le site Moustapha Diop, la société SAID, en dernier lieu, le site de Sikap qui prend 10 hectares. Avec la complicité des autorités administratives, les maraîchers qui occupaient ces sites ont été déguerpis sans indemnité adéquate, violant ainsi le droit sacré au travail. Ces cultivateurs travaillent sur le littoral depuis plus de 15 ans maintenant. Ils demandent à l'État du Sénégal de restaurer la bande. Nous voulons que le président et son premier ministre Ousmane Sonko reclassent la forêt du littoral et restaurent la bande agressée. Nous saluons leur décision à suspendre tous les travaux. Cependant, pour l'intérêt de la nation, de l'environnement et des centaines de familles qui vivent de l'agriculture dans la bande des Filao, cet espace devrait être préservé. On produit des centaines de kilogrammes de produits agricoles par mois, à savoir oignons verts, choux pommés, tomates, poivrons verts et même du blé. Plus de 700 maraîchers occupent 16 hectares sur le littoral. Ils disent être prêts à tous les sacrifices pour préserver leur site de travail. Aminata Kermassar, Radio Média. Et puis le cri du cœur des aviculteurs de Kermadjebel, c'est par rapport aux cuisses de poulet qui, selon eux, inondent de plus en plus le marché. Au-delà de l'impact sur leurs activités, ils suspectent ces cuisses d'être contaminées par la grippe aviaire. Et c'est pourquoi ils interpellent les autorités. Amat Diakhaté Niass, leur porte-parole avec Fatumbo. Les cuisses de poulet coûtent moins cher et bon nombre de ménagères préfèrent cette volaille, mais ils sont contaminés par la grippe aviaire qui impacte non seulement sur la santé des populations, raison pour laquelle nous alertons les consommateurs. La présence des cuisses est de trop sur le marché, indisposant même l'activité des bouchers mais aussi des apiculteurs qui se donnent corps et âme pour vendre leurs poulets. D'ailleurs, il y a les services d'hygiène qui sont sur les lieux de commerce, mais il faudrait intensifier le contrôle afin d'interdire l'envahissement des viandes et cuisses importées. Donc, les ménagères doivent être vigilants sur la consommation des cuisses qui sont formellement interdits, mais plutôt consommer les poulets de chair élevés par les acteurs locaux. Le ministère du Commerce qui précise que ces cuisses de poulet sont entrées frauduleusement dans notre pays. Selon le chef de la division consommation et de la sécurité des consommateurs, un contrôle strict est mené sur le terrain parce que l'importation des cuisses de poulet est interdite depuis 2005. Voici Bakary Ndiaye. Des cuisses de poulet, s'ils existent sur le marché, ça veut dire qu'ils sont entrés de façon frauduleuse sur le marché parce que depuis 2005, il y a un arrêté
interministériel, le ministère de l'élevage et le ministère du commerce, qui interdit formellement l'entrée de ces cuisses de poulet au niveau du territoire national. Maintenant, la localité, donc vous me dites, je pense que c'est un peu proche de la frontière avec un pays voisin, ce qui favorise souvent l'entrée de ces cuisses de poulet de façon frauduleuse. Mais moi, ce que je conseille, à chaque fois que la présence de ces cuisses est signalée, que les gens qui ont eu à faire cette remarque-là s'approchent des services du commerce pour signaler cela. Parce que c'est des cuisses qui ne sont pas déclarées au niveau de la douane, au niveau du service des commerces aussi ne possèdent pas de ce qu'on appelle une déclaration d'importation de produits alimentaires. Mais est-ce que vous faites un travail en amont pour éviter justement l'entrée de ces produits frauduleux sur le marché? Le travail en amont, c'est d'abord dans la délibération des papiers. Je vous ai dit tout à l'heure que pour ces cuisses de poulet, ils ne disposent pas de déclaration d'importation de produits alimentaires. Si vous ne possédez pas ce document, si vous entrez sur le territoire national, vos produits non seulement vont être saisis et vous allez payer aussi des amendes. Donc ça, c'est ce qu'on fait comme travail en amont. Il y a le contrôle aussi de routine qu'on fait tous les jours. Mais vous savez, comme vous le savez, ces produits-là, on ne peut pas les voir tous les jours et partout où ils sont. Donc il appartient aussi à la population et ceux qui sont avertis aussi, lorsqu'ils tombent sur ce genre de produits qui entrent de façon, en tout cas, irrégulière au niveau du territoire national, de les signaler aux services compétents. Bakary Ndiaye, le chef de la division consommation et de la sécurité des consommateurs au ministère du Commerce. Je vous l'annonçais en titre, après leur première rencontre avec le nouveau ministre de la Santé et de l'Action sociale, les syndicats de la santé attendent donc la concrétisation des accords déjà signés. And Gueusseum et la F2S estiment que le premier dossier à régler doit être celui du paiement des indemnités à tous les agents de santé, mais les syndicalistes tiennent à préciser que c'était juste une prise de contact et non une réunion de négociation. À Bambay. Une prise de contact dans un contexte de crise. Les syndicats de la santé déroulent leur plan d'action à travers la rétention des données sanitaires. Avec ses camarades, Mbalo Diotiam, président de l'Alliance And Gueusseum, a rencontré le nouveau ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy. Le nouveau ministre de la Santé et de l'Action sociale, en la personne de M. Ibrahima Sy. Mais vous savez naturellement que c'est une simple réunion de prise de contact. Nous n'avions pas manqué d'égrener quelques points. Et selon lui, le premier dossier à examiner doit être celui-ci. Le premier dossier, c'est régler cette question financière. Sinon, donc, on va tourner en rond parce que c'est une crise. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut quand même qu'on sorte de cette crise. Aaron Diop, président de la Fédération des syndicats de la santé, est du même avis que son camarade Mbalo Diotiam. La généralisation du paiement de l'indemnité de logement reste une urgence. Le premier dossier, nous pensons que c'est le paiement et la généralisation des indemnités. Parce que ça a créé une discrimination dans le secteur et ça a créé beaucoup de difficultés, surtout avec nos mandats. Parce que vous ne pouvez pas prendre en compte l'ensemble des travailleurs de la santé pour poser leurs problématiques sur la table du gouvernement. Et je pense que ce qu'on dit, les porteurs de blouse ne font pas seulement le secteur de la santé. Donc il y a les administratifs, il y a le personnel de soutien, il y a le personnel technique. Et donc tout ça là fait partie de la famille de la santé. Et donc nous pensons que le premier dossier à régler, c'est la généralisation des indemnités, surtout l'indemnité de logement payée au niveau du secteur de la santé. L'apaisement du climat social dépend du nouveau ministre de la Santé et de l'Action sociale, selon Mbalo Diotiam, qui s'explique. Oui, il est tributaire donc de cette question financière-là qui nous talonne, parce que nous ne pouvions pas en mai 2022 revendiquer et trouver des augmentations de salaire, mais qui ne sont payés qu'à une partie du personnel. Et l'autre partie, donc, ne doit pas être laissée en rade parce que c'est un problème non seulement d'honneur pour nous, mais un problème de justice sociale et d'équité pour le gouvernement. Les syndicats de la santé croient à une révolution du secteur, comme annoncé par le ministre Ibrahima Sy, qui a du pain sur la planche. Awambaï, merci. Bassirou Diomaye Faye, justement, 30 jours déjà au sommet de l'État. Des Sénégalais à qui nous avons donné la parole se réjouissent de ses premiers pas au pouvoir. En clair, il est sur la bonne voie, selon eux, mais d'autres lui demandent d'accélérer la cadence dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Un micro-trottoir réalisé par Salamata Ousmane Diallo, notre correspondante à Pikine. Et pour moi, ça serait très tôt de tirer un bilan à moins d'un mois. Pour moi, on aurait pu leur donner du temps, d'ici 2 à 3 mois pour tirer un bilan. Mais ils sont dans la lignée, comme je peux le dire. Déjà, les nominations faites par l'ancien président Macky Sall, les litiges fonciers, on a vu ces sorties. Bon, pour le moment, on peut dire qu'on a un bilan satisfaisant parce qu'on l'a
depuis qu'il est là, il est en train de faire un travail que vraiment tous les Sénégalais apprécient, notamment sur la question du foncier. Sur la question du foncier, on a vu que il a fait ce qu'on attendait de lui, très sincèrement, ce qu'on attendait de lui. Ensuite aussi, il s'évertue à améliorer la condition de vie des Sénégalais, en essayant d'apporter le minimum de confort à ces Sénégalais. Ces 1 mois sont jugés vraiment satisfaisants à mon avis. Ce qui m'étonne, c'est que les 1 mois passés de Diomaye, je vois rien du tout qui me satisfait. Je ne suis pas satisfait. En tout cas, je vois que les gens, ils sont en train de se nominer, continuer à partager les parts des gâteaux. Alors, je ne me trouve pas dedans. Pour un Sénégal comme le nôtre, pour satisfaire tout le monde, ça serait un peu difficile. Attendons de voir pour la suite, Inch'Allah. Voilà, le micro-trottoir réalisé à Pikine par notre correspondante Salamata Ousmane Diallo. Dans la rubrique Point de vue, justement, nous évoquons ces 30 jours de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié. Merci Barthélémy Ngom. L'armée américaine prévoit de retourner au Tchad. Elle prévoit d'y retourner d'ici 1 mois. C'est pour discuter de la révision d'un accord qui l'autorise à maintenir des troupes dans le pays. Sodatiam. Le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique l'a fait savoir au Ghana lors du 2e sommet annuel des forces maritimes africaines. Le général Michael Langley a indiqué que le retrait des troupes américaines du Tchad devrait être temporaire et que le Tchad avait fait savoir à Washington qu'il souhaitait poursuivre le partenariat en matière de sécurité après l'élection présidentielle dans ce pays. Nous reviendrons pour des discussions d'ici 1 mois afin de voir de quelle manière et ce dont ils ont besoin pour poursuivre et continuer à construire leur sécurité, à lutter contre le terrorisme, a-t-il souligné. Le général Langley ajoute que le retrait des forces américaines était une mesure temporaire dans le cadre d'un examen continu de notre coopération en matière de sécurité qui reprendra après l'élection présidentielle du 6 mai au Tchad. Le mois dernier, les États-Unis ont déclaré qu'ils retiraient la majeure partie de leur contingent d'une centaine de soldats du Tchad après que le gouvernement eut remis en question la légalité de leur opération dans ce pays. Cette décision fait suite à celle du Niger d'ordonner à toutes les troupes américaines de quitter le pays, portant un coup aux opérations militaires américaines dans le Sahel où opèrent des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Sodacham, Georges Déthié, direction de Burkina Faso, où la coalition de l'Afrique francophone demande l'ouverture d'une enquête sur la situation sécuritaire. L'organisation de la société civile a interpellé le procureur de la Cour pénale internationale, mais également l'Union africaine et les Nations unies en ce qui concerne les nombreux massacres de civils et la privation de liberté d'acteurs de la société civile, de syndicalistes et d'hommes politiques. La coalition de l'Afrique francophone demande d'urgence des enquêtes et des poursuites contre les auteurs allégués de ces crimes. Au Kenya, le bilan des inondations ne cesse de grimper. Il est monté à au moins 179 morts, chiffre fourni par le porte-parole du gouvernement. Selon Isaac Mouala, 90 personnes étaient portées disparues dans le pays et 124 avaient été blessés et recevaient des soins dans divers établissements de santé. La guerre au Proche-Orient, le Hamas répondra dans très peu de temps à une offre de trêve avec Israël. C'est ce qu'un de ses dirigeants a confié à l'agence France Presse. Il souligne que le mouvement exigeait toujours un cessez-le-feu permanent et le retrait d'Israël de la bande de Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, de retour en Israël, a fait part à Benjamin Netanyahu l'opposition américaine à un assaut israélien sur Rafah. En Ukraine, les États-Unis accusent la Russie d'utiliser de la chloropine, un agent chimique, contre les forces ukrainiennes. Selon un rapport publié hier par le département d'État américain, l'armée russe aurait également utilisé des agents chimiques anti-émeutes, ce qui est contraire à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, ce que dément le Kremlin. Merci beaucoup Georges Déthié. RFM Sport. Et nous retrouvons Malal Diagne Junior. Bonjour Malal et bienvenue. Bonjour Barthélémy, merci.
Et le monde de la lutte en deuil avec le décès du promoteur Gaston Beng. Il nous a quittés hier. C'est après le combat franc contre Bombardier que la nouvelle a été annoncée à l'arène nationale et ça a plongé dans la tristesse la plus absolue tous les acteurs de la lutte sénégalaise. Gaston Beng, comme on l'appelait, le Don King de l'arène, qui a marqué de son empreinte indélébile ce sport national. Gaston était un homme généreux, toujours avec le sourire, mais avec un franc-parler jamais égalé. L'un des responsables de l'ancien bureau du comité national de gestion de la lutte, le docteur Alioune Sarr, qui l'a côtoyé pendant plus de 20 ans, a tenu à témoigner sur l'homme Gaston Beng. Salif Beng, dit Gaston, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant plus d'un quart de siècle au niveau de l'arène nationale, si je peux m'exprimer ainsi. Il m'avait précédé 2 ans à peu près parce qu'il avait organisé avec son président, Maguette Diouf, que je salue, à qui je présente mes condoléances. Ils avaient organisé pour l'ASC Ndiambour. Et quand nous sommes arrivés en mars 1994, nous avons cheminé avec lui. Ce qu'on peut retenir de l'homme, c'est un homme engagé, c'est un homme courageux, c'est un homme qui savait défendre ses intérêts, ses principes de vie. C'est un homme qui aimait sa famille. C'est un homme qui avait le courage de dire ce qu'il pensait. Et c'est un homme qui a beaucoup apporté à la lutte, mais aussi au football sénégalais. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord qui repose en paix. Le témoignage du docteur Alioune Sarr, l'ancien président du CNG suite à la disparition de Gaston Beng. Je rappelle juste que la levée du corps se poursuit Malal à l'hôpital principal. Nous parlons football à présent Malal avec la suite des 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Avec au programme cet après-midi donc le Casa Sport qui joue contre l'équipe de Génération Foot, AS Douane contre Thiès FC, Gorée contre le Snaps Excellence, Dial Diop contre Kayor Foot Pro. Africa Promo joue contre la Jeanne d'Arc de Dakar, Kermadior défi Avenir de Dakar. Ligue Europa et basketball pour finir ce journal des sports. Avec Marseille qui joue sa demi-finale aujourd'hui face à l'Atalanta de Bergame, l'AS Roma joue contre le champion d'Allemagne en titre, le Bayern Leverkusen au basket. On joue également la 11e journée du championnat national ce soir à Marius Ndiaye. Bob contre UGB, c'est chez les garçons bien sûr. Port contre Guédiawaye, Iso contre Sibac. Et pour le compte de la 14e journée, un match avancé à 14h30 aujourd'hui, l'US Parcelles Asseni croise le Dakar Université Club Barthélémy. Merci beaucoup Malal Junior. RFM reportage. Les talibés mourides qui célèbrent la naissance de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, le 3e khalife de Serigne Touba. On se rappelle donc qu'il avait pris une série d'interdictions dans la cité religieuse. Pape Mbaye Diaw. La communauté mouride célèbre le Magal de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, une commémoration marquant la naissance du 3e khalife de Bamba. Le 18 septembre 1980, Serigne Abdoul Ahad Mbacké a édicté une série d'interdictions qui étaient ces derniers mois au cœur des débats dans la cité religieuse. Abdounia, membre du comité d'organisation du Magal, explique les raisons qui avaient motivé cette décision de Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Dans la cité religieuse, le désordre était monnaie courante. C'est pourquoi Serigne Abdoul Ahad Mbacké a pris ces mesures drastiques. Serigne Mountakha a également renforcé ses restrictions. Le chaos commençait à s'installer dans la ville sainte. Pendant son khalifa, Serigne Abdoul Ahad Mbacké a initié de nombreuses réalisations dans la cité religieuse. Abdounia demande à la population de se conformer aux enseignements du marabout. Serigne Abdoul Ahad Mbacké a introduit la gendarmerie à Touba, malgré les nombreuses contestations. Mais aujourd'hui, l'avenir lui a donné raison. Il a concrétisé la bibliothèque Cheikh Ahmadoul Khadim. Les habitants devraient s'inspirer de l'action de Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Les fidèles ont pris d'assaut le mausolée de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, ainsi que les demeures de ses fils, tels que Serigne Sidi, Khalif de Baye Lahat, et Serigne Cheikhouna Mbacké, pour accomplir leur ziar. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. C'est avec Georges Déthié Diop.
Tong foncier à Mbour 4 à Thiès, Bassirou Diomaye Faye effectue une descente sur les lieux et suspend tout. Oui, le chef de l'État a suspendu toutes les opérations sur les terrains de Mbour 4 et sur tous les terrains présentant des situations similaires. En effet, Bassirou Diomaye Faye a relevé de graves distorsions à l'égalité et à l'équité entre les citoyens. L'AS rend compte du déplacement du chef de l'État. Mon confrère rapporte que le président de la République a fait hier une visite inopinée au site de Mbour 4, objet d'un lotissement polémique. À cette occasion, il a détaillé le scandale entouré de forfaitures, de graves distorsions à l'égalité et à l'équité entre citoyens. Selon l'AS, il a directement indexé l'ancien régime et les hommes d'affaires qui lui sont proches. Ainsi, Vox Populi affirme que Diomaye révèle l'ampleur du patio à Mbour 4. Pour l'observateur, le président Diomaye est entré en guerre contre les spoliateurs de Mbour 4. L'observateur qui s'arrête surtout sur les rapports 2021, 2022 et 2023 de la Cour des comptes. La Cour qui, de l'avis du journal, décompte les failles. L'Obs évoque une gestion scandaleuse de Dakar Dem Dikk, de multiples irrégularités dans la gestion du Prodac, d'un traitement princier du PCA de Laser qui a indûment perçu 148 millions de francs CFA, des écarts dans la comptabilité issue des industries extractives. Bref, des cafards révélés au grand jour si l'on s'en tient à Réumi. L'info renchérit que la Cour des comptes sort les cafards des placards. Ces deux journaux pointent du doigt Dakar Dem Dikk, le Prodac et la mairie de Saint-Louis. L'affaire Prodac, justement, le témoin affirme qu'elle est au banc des accusés, des fonds pillés et dilapidés. Seulement, enquête précise que la Cour des comptes n'a pas fouillé la gestion de Mame Mbaye Niang. L'audit s'est intéressé aux exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. En tous les cas, les Échos fait état d'un scandale sans fin au Prodac. Un surplus de 2,7 milliards de francs CFA payés à Locafrique. Seuls 2 DAC sur 11 livrés des agents qui émargent au Prodac et attributaires d'indemnités au PDS. Le Prodac prend en charge des dépenses incombant à Green 2000. 2 avances de démarrage payées pour les DAC de Itato et Sangalkam, alors que Itato a été délocalisé à Sangalkam. Ce n'est pas tout si l'on se fie au quotidien Les Échos. La Cour des comptes fait état de manquements à gogo à l'ANAMO, des écarts et un défaut d'enregistrement des recettes issues des industries extractives. À la note, le DG Mamadou Digo utilise des crédits d'investissement pour payer des charges de fonctionnement. Source A ajoute que Dakar Dem Dikk, la direction des eaux, forêts classées et de la conservation des sols ont été fouillés. Source A parle de jouissance indécente, libération de pillage à huis clos. Au total, 40 dossiers sont transmis au parquet. C'est ce qu'indique le quotidien et Tribune qui s'exclame au président de sévir. Dans le quotidien sucré-salé s'arrête sur la mise à jour des rapports. 43 rapports de la Cour des comptes en une journée, plus un rapport de l'OFNAC. Donc les rapports étaient disponibles car cette mise à jour n'est pas sortie de nulle part. L'appel de Diomaye a accéléré la publication des audits qui dormaient dans les tiroirs des organes de contrôle. Et la suite s'interroge le journal. Pour l'OFNAC, ce sont des délits supposés de détournement, d'escroquerie, de fraude fiscale. Que va faire le parquet? Sucré-salé affirme que Serigne Bassirou Gueye a transmis 40 rapports au ministère public pour exploitation. Un coup d'œil dans Sud Quotidien. Il est question de la baisse du coût de la vie, du respect des accords signés, l'amélioration des conditions de vie et la revalorisation des salaires. Le cri du cœur des travailleurs. Le président Bassirou Diomaye Faye donne des gages selon le journal. Les centrales syndicales en grande mobilisation hier. Pour ce qui est des médias, à lire le plaidoyer de Bamba Kassé dans la livraison du jour de Sud Quotidien. À la une de Walf Quotidien, incendie à Walfadjri, près de 500 millions de francs CFA de dégâts matériels. La reprise de Walf FM et TV, ce n'est pas pour demain, indique mon confrère. À vos kiosques et bonne lecture. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Bassirou Diomaye Faye, 30 jours à la présidence de la République. Quelle évaluation pour ce premier mois d'exercice du pouvoir? Les actes qu'il a eu à poser jusque-là, ses déplacements dans la sous-région, entre autres, quelle analyse en faire? Nous sommes avec nos 2 intervenants. Abdou Khadr Sanoko, bonjour. Bonjour Barthélémy et un bonjour à tes auditeurs et à toutes tes auditrices. Eh bien, merci beaucoup. Un grand bonjour aussi à mon co-débatteur. À votre co-débatteur, merci. Il s'appelle Pape Abdou Fall, analyste politique. Bonjour, monsieur Fall. Pape Amadou Fall. Pape Amadou Fall, plutôt. Mon cher ami.
Mon petit frère, lui, il est maintenant à l'hémicycle. Ah ouais. Bonjour également à vos auditeurs et à vos auditrices et au professeur Sanogo. Analyste politique, directeur de publication du magazine La Gazette, Abdou Khadr Sanogo, lui également analyste politique. Je reste avec vous, Sanoko. D'abord, quelle analyse faites-vous, quelle évaluation faites-vous de ces 30 jours d'exercice du pouvoir pour Bassirou Diomaye Faye? Mes respects d'abord parce que je ne savais pas que c'était le doyen Amadou Fall qui était en ligne. Donc je lui exprime toute ma grande considération, mon estime et mon grand respect. Pour répondre à votre question, effectivement, c'est vrai que 30 jours, c'est un peu, voire même étriqué pour pouvoir faire une évaluation. Mais ce que je retiens, c'est d'apprécier peut-être les intentions affichées depuis qu'il est à la tête de la République du Sénégal. Et de ce point de vue, je dois dire que visiblement, en tout cas, il a fait renaître l'espoir par rapport à deux grandes postures. La première, c'est le fait d'avoir pris la décision d'aller voir les chefs religieux et d'entamer ou bien d'enclencher ses premières sorties officielles aussi, n'est-ce pas, par un peu cet aspect marqué au niveau de son agenda. Et surtout, pas des moindres, aller voir le Khalife général des Mourides et aller voir aussi le Khalife général des Tidianes. À mon avis, il faut le reconnaître, avant son accès au pouvoir, il y avait beaucoup de supputations. Il y avait beaucoup de débats de couloir où les gens les ont complètement, si vous voulez, caricaturés pour faire d'eux des salafistes. Et beaucoup même avaient peur qu'ils ne prennent pas eux tous, lui-même plutôt, la décision de pouvoir entamer son agenda de visite officielle par rapport aux familles religieuses. Et sincèrement, il a eu à marquer son empreinte de ce point de vue-là, et surtout par rapport à la manière. C'était très symbolique, le respect, la considération vouée. Et puis à travers ses sorties publiques, bien auparavant même, avant la visite chez les familles maraboutiques, il avait marqué son empreinte en ayant une posture de politesse et de respect inouï envers, par exemple, une grande dame de la République, en l'occurrence Aminata Mbengue Ndiaye. Et on l'a vu en tant que président de la République, première institution, c'est lui-même qui s'est déplacé pour aller le saluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a eu comme l'impression que le nouveau président que nous avons eu était en train de montrer qu'il n'était pas pouvoiriste et qu'il ne se croyait pas un roi télé ou un demi-dieu. Et ça, on peut quand même le lui considérer. L'autre élément, on nous avait habitués chez les présidents africains, à marquer leur première sortie internationale pour aller soit visiter les métropoles ou bien les grandes puissances, États-Unis, Grande-Bretagne ou autres. Et moi, le jour où il prêtait serment, j'étais invité dans une télévision et j'avais dit, je l'attendais véritablement, surtout pour un peu exprimer leur attachement par rapport à cet esprit panafricaniste et par rapport aussi à cet esprit de souverainisme, qu'ils puissent véritablement le marquer globalement, vous êtes satisfait de ces premiers pas. Mais attention, satisfait de ces premiers pas, mais il faut le reconnaître, c'est vrai que c'est 30 jours, mais là où les Sénégalais ont beaucoup souffert, c'est par rapport au train de la vie. Justement, je vais revenir sur ce sujet à M. Sanoko. Le temps de donner la parole à Papa Amadou Fall. Dès son arrivée au pouvoir, le chef de l'État a lâché le concept Djoubal et Djoubanti. Est-ce que vous pensez qu'il est sur cette dynamique à la lumière des actes qu'il est en train de poser jusque-là? Merci au professeur Sanogo également. J'adhère à tout ce qu'il a dit. Je n'y reviens donc pas. Par rapport à cette inclinaison en direction des foyers religieux, c'était extrêmement attendu parce que, comme il le dit, il y a eu des caricatures. Est-ce que toutes ces caricatures ont été commises par rapport au salafisme, par rapport aux frères musulmans, par rapport à parce que bon, disons que Diomaye et Ousmane Sonko, il faut qu'on les associe, étaient très attendus par rapport à leurs premiers actes de gouvernance. Mais moi, ce que je retiendrai particulièrement, c'était que nous étions dans une bulle d'angoisse. Le Sénégal a vécu des moments extrêmement difficiles pendant presque 2 ans, voire 3 ans. Aujourd'hui, il y a une certaine libération des énergies,
d'une certaine manière. Comme on dit, le pays revit. Le pays va-t-il se requinquer? Ça, c'est l'autre donne. Mais le challenge de départ est très acceptable et vous entendez même beaucoup de citoyens, je dis bien des citoyens, qui vous disent accompagnons-les parce que c'est le Sénégal. Leur échec sera préjudiciable à notre vie et à notre avenir. Faisons en sorte donc de les accompagner tout en restant extrêmement vigilants. Un pays, quand vous le prenez en main, Lénine disait par où commencer. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, quand vous entendez l'homme de la rue, il vous dit, mais oui, la reddition des comptes, cela a commencé, mais est-ce qu'on a pris le bon chemin par rapport à la reddition des comptes? Il y a beaucoup de délations, il y a beaucoup de supputations. On a libéré les rapports de la Cour des comptes, de l'IGE, de manière générale. Tout est sur la table. Le Sénégalais adore la transparence. La transparence. Et dans cette inclinaison, on peut dire que oui, les 30 premiers jours sont extrêmement marquants, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire et surtout, il y a beaucoup d'attentes parce que le train de vie des Sénégalais, on n'y a pas encore touché. D'accord. Mais je reste avec vous, M. Fall. Aujourd'hui, lui-même, le chef de l'État, avait carrément dit que dans le cadre des nominations, surtout au niveau de certaines directions, qu'il allait passer par un appel à candidature. À l'arrivée, on a vu que des directeurs ont été nommés sans appel à candidature. Et certains pensent qu'il commence par un reniement. Je ne pense pas, parce qu'il avait dit certaines directions. Relisons et arrêtons-nous sur les textes, parce que c'est extrêmement important. Oui, l'appel à candidature est très attendu, mais comme dans toutes les grandes démocraties, et le Sénégal n'est pas une petite démocratie quand même, l'administration se gère d'une certaine manière. Il y a, comme ça se passe dans presque tous les pays du monde, des décisions politiques qui peuvent être bien prises parce que le chef de l'État a cette prérogative. Mais il y a également l'appel à concurrence qui peut nous amener dans d'autres dimensions. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce plan-là. Beaucoup de nominations sont attendues. Est-ce qu'on va conserver, je parle des directeurs généraux de manière générale, les mêmes au poste ou est-ce qu'il va y avoir encore des choix à faire, mais le plus important, c'est que la compétence, l'expérience soit au service de la nation. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Sanogo, vous avez annoncé tout à l'heure la lutte contre la vie chère. Et c'est là où, justement, les populations semblent s'inquiéter, puisque, voilà, est-ce que ce sera facile pour le régime en place de faire face à cette vie chère, justement? Mais évidemment, entre les intentions, les projets, quand on est loin des arcanes du pouvoir et le moment où on y arrive, il y a un grand fossé. Donc, de ce point de vue, il faut le reconnaître. À mon avis, le délai est très court, 1 mois c'est juste, mais bon, on voit déjà qu'ils sont en train de faire feu de tout bois pour pouvoir au moins poser des actes forts allant dans le sens d'alléger, n'est-ce pas, les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles les Sénégalais sont. Nous tous, d'ailleurs, nous le sentons véritablement au quotidien. Donc, de mon point de vue, c'est à ce niveau-là maintenant qu'ils doivent un peu mobiliser toute leur énergie pour que des questions comme un peu la baisse de certaines denrées de première nécessité puissent être effectives, mais surtout le loyer. D'ailleurs, ils l'ont dit à travers aussi un certain nombre de discours de campagne et même à travers des sorties, pas du tout peut-être officielles, mais du point de vue de la communication, ils sont beaucoup revenus sur ça. Le loyer est devenu aujourd'hui une préoccupation majeure de tous les Sénégalais. Donc, on les attend véritablement afin que ceux qui sont sortis très tôt pour aller voter et qui n'ont pas espoir parce que d'ailleurs ils prétendent même pas devenir ministre, directeur de société ou quoi que ce soit. Et de ce point de vue, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que ce que l'ensemble ou la majorité des Sénégalais demandent, c'est pas qu'on ouvre des appels à candidature pour qu'ils postulent pour aller devenir directeur ou quoi que ce soit, mais c'est que un peu les conditions de la vie puissent être véritablement allégées afin que chaque Sénégalais de là où il se trouve puisse sentir que
cet élan de transformation qualitative de leur vie a été créé par les nouvelles autorités. Et de ce point de vue-là, ils auront comme l'impression qu'ils ont tenu parole et ils ont essayé véritablement de rendre l'ascenseur. C'est ce qu'on attend de gens qu'on considère comme des serviteurs, n'est-ce pas, du peuple et de la République. Et ça, espérons, par rapport, n'est-ce pas, aux intentions qu'ils sont en train d'afficher, qu'ils vont pouvoir le faire, mais ce sera aussi pas du tout une tasse de café sucré à boire de sitôt. Ce sera très difficile, mais bon, comme disait tout à l'heure doyen, nous tous, nous prions pour qu'il puisse réussir parce qu'il y va de notre intérêt, nous tous. D'accord. Sa première visite officielle, c'était en Mauritanie, c'est normal, c'est à la lumière des enjeux entre les deux pays. Mais ici, au niveau interne, le président de la République a posé des actes, il a annoncé l'arrêt des travaux de construction le long du littoral. Hier seulement, en Bourkat, il a décidé d'arrêter toutes les procédures d'attribution des parcelles. On sait que le foncier, ça pose problème au Sénégal. Avec cet élan ou à ce rythme-là, est-ce qu'il pourra vraiment gérer la situation? En vérité, c'est ce que j'ai dit. Une présidence ou une gouvernance d'un État n'est jamais facile. Mais c'est par rapport aux intentions. Le reste, à un niveau même purement théologique, seul le Seigneur est en mesure de pouvoir régler, n'est-ce pas, les problèmes de l'humanité. Mais ce qui est frappant ici, c'est d'afficher l'intention de régler ou de réparer des injustices. Et sur le cas du foncier, moi je suis de Thiès, imaginez-vous que 2 ou 3 personnes simplement puissent s'accaparer, n'est-ce pas, tous ces lopins de terre-là, au détriment, mais de tiens soit bon teint, de souches, qui sont nés et qui ont grandi, n'est-ce pas, dans ces terroirs-là. Il a parlé de l'exemple de Kermoussa, mais comment des populations qui n'ont même pas des aires de jeu, qui n'ont même pas des aires de distraction, et que juste des gens, parce qu'ils sont dans la politique ou ils sont proches d'un pouvoir, qu'ils puissent s'accaparer de tout ça. Mais à ce niveau aussi, il faut qu'on le rappelle, que si ces genres de pratiques rattrapent des proches à eux, qu'ils soient en mesure de pouvoir aussi faire état, n'est-ce pas, de ce genre d'arrêt et de ce genre de posture. Et à ce niveau, il faut le reconnaître, par exemple, quand on a parlé d'arrêt, de travaux, de tout ce qui existe au niveau du littoral, ils ont simplement parlé de 2020 à 2000. Donc il me semble que maintenant, il va falloir prendre une fourchette beaucoup plus, n'est-ce pas, élargie, parce que 2020, c'est juste il y a de cela 4 ans. L'autre élément, moi-même j'ai vu ce matin que lui, il a eu des hectares en tant que président, il n'était pas président de la République. En tout cas, par rapport à sa déclaration de patrimoine, on a vu qu'il a eu beaucoup d'hectares au niveau de Sandiara. Ok. 4 hectares et quelques. Vous vous rendez compte? Maintenant, il faudrait aussi que dans ses prochaines communications, qu'il puisse rassurer les Sénégalais. Pour montrer à plus d'un qu'il a acquiert, n'est-ce pas, ces terres de manière très transparente et très légale. Légal. Merci. En vérité, ce que les Sénégalais réclament, c'est juste, doyen Fall l'a dit tout à l'heure, que dans l'approche, qu'on puisse leur montrer que tout est transparent, mais également que tout est légal et que les injustices et les inégalités puissent être endiguées une bonne fois pour tout au Sénégal. Merci beaucoup Abdou Khadr Sanogo. On vous retrouve tout à l'heure dans le 13h. Papa Amadou Fall, je termine avec vous. C'est à lui de donner le bon exemple. Je n'ai pas très bien compris. Tout à l'heure, Sanogo évoquait, cette lutte pour mettre un terme à ces nombreux litiges fonciers. Il est sur une bonne dynamique, mais quelque part aussi, avant d'arriver au pouvoir, il a eu 4 hectares quelque part. C'est à lui de donner le bon exemple, c'est ça, selon vous? Mais donner le bon exemple, quand vous avez acquis des terres, en vous conformant aux exigences de la loi, il n'y a rien à redire. Si vous avez acheté, ou alors si vous avez eu un bail que vous transformez ensuite en terre, un titre foncier, et quand vous allez sur le littoral aujourd'hui, vous faites face à cette problématique. J'ai l'avantage d'avoir un tableau où l'on récapitule quasiment tout ce qui est existant sur le littoral comme beau ou comme titre foncier. Ça va être une équation pour nos nouveaux gouvernants. Mais le plus important, c'est que ce qui peut se passer demain par rapport
à la demande sociale, parce que c'est une demande sociale aujourd'hui. Partout où les populations ont été lésées, ces populations se lèvent pour dire qu'on nous rétablisse dans notre droit. Nous rétablir dans notre droit, c'est que s'il y a eu de la spoliation, que l'on puisse régler cela. Ça va être extrêmement exigeant, ça va être extrêmement contraignant, mais duralex, c'est de l'ex, comme on dit. Eh oui, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, ceux qui se sont amusés sur le droit des Sénégalais, en disant, bon, nous serons là éternellement, ceux qui ont voulu jouer à ce jeu-là, que l'État puisse les rattraper pour leur dire, c'est fini, cela ne se passera plus jamais comme ça au Sénégal. C'est cela qu'on attend. Que cela ne puisse plus jamais se passer de cette manière au Sénégal. Parce que j'ai la force avec moi, j'ai le pouvoir avec moi, j'ai de l'argent avec moi, j'ai les moyens avec moi, je peux corrompre un conseil municipal ou je peux corrompre des chefs de village. Non, ça doit être terminé. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer sur ce plan-là. Ce que l'on peut recommander à ce nouveau pouvoir, au président Diomaye Faye, c'est de rester extrêmement fort sur ces actes qu'il doit poser. Mais la loi encadre, la loi elle est extrêmement exigeante. Ouais. D'accord. Merci Pape Amadou Fall, analyste politique, directeur de publication du magazine La Gazette. Merci également à Abdou Khadre Sanogo, analyste politique lui également. Alors on vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h. Ce sera avec Eladji Ndiogou Diène. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi présenté par Barthélémy Gom. Mise en onde Aliou Ba. Réalisation Eladji Ndiogou Diène. Il sera là dans moins de 8 minutes. Chef d'édition Awambaye Mamastoukan. Bonne